Bonjour à tous et bonjour à toutes. Après avoir traité de l'histoire de l'Algérie précoloniale, puis de l'Algérie française dans des vidéos précédentes, il est maintenant temps de s'intéresser aux événements qui ont abouti à l'indépendance de l'Algérie, la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Afin de bien comprendre les causes de cette guerre, il est important de revenir sur le contexte. Écrasée par l'azur. À la suite d'une conquête militaire en 1830, l'Algérie est devenue une colonie de peuplement française. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ses autres colonies, l'Algérie est conçue comme une extension du territoire français. Alger est une ville française au même titre que Marseille ou Lyon. Les Français se sont alors installés massivement en Algérie, de telle manière qu'en 1954, ils sont 1 million de pieds noirs étant le nom qu'on donne aux Européens qui vont habiter en Algérie. 1 million de pieds noirs pour 9 millions de natifs musulmans. Un pourcentage d'Européens donc important. Dans cette Algérie française, le système colonial qui s'applique, comme ailleurs, est largement inégal. Il favorise économiquement et politiquement les colonisateurs sur les colonisés. Face à ces injustices, les Algériens demandent plus d'égalité et l'indépendance va aussi être demandée. Des demandes qui vont être accentuées par la participation des Algériens à la Seconde Guerre mondiale pour la France, sans que pour autant de la reconnaissance ou des avantages sociaux ou économiques leur soient donnés. Ainsi, en 1945, lors de la célébration de la victoire des Alliés, les nationalistes algériens manifestent pour l'indépendance. Parmi eux, un homme brandit un drapeau algérien, ce qui avait été formellement interdit par les autorités françaises. La police française tire sur cet homme, le tuant sur le coup, ce qui va entraîner de fortes violences et finalement un massacre, le massacre de Sétif en 1945, durant lequel des dizaines de milliers d'Algériens vont perdre la vie. On le voit bien avec cet événement, la France se montre donc intransigeante et répressive face à toutes les demandes d'indépendance, malgré le contexte de la seconde moitié du XXe siècle qui est pourtant largement anticolonialiste. Cependant, en 1954, après de nombreuses pertes humaines et une contestation grandissante, la France abandonne l'Indochine lors des accords de Genève. À cette occasion, la colonisation est fortement remise en question et les Algériens ont constaté que la France pouvait perdre une guerre de décolonisation, ce qui finit donc de convaincre et de radicaliser les indépendantistes. Face à l'échec de la voie diplomatique, les indépendantistes ne voient pas d'autre solution que d'opter pour la lutte armée. Pour ce faire, ils fondent dès 1954 un parti politique pour l'indépendance, le FLN, le Front de Libération Nationale. Alors ce FLN, ce n'est pas la seule organisation indépendantiste, il y en a d'autres, comme le MNA, le Mouvement National Algérien, mais le FLN est le principal, celui qui va être le plus influent, le plus suivi. Afin de forcer la France à donner l'indépendance à l'Algérie, les membres du FLN vont organiser des attentats sur des infrastructures coloniales françaises, des casernes, des commissariats, des usines. Ainsi, dans la nuit du 1er novembre 1954, un peu partout en Algérie, une trentaine de ces infrastructures françaises sont attaquées ou détruites par des membres du FLN. 8 Français perdent la vie dans ces attaques, et ces événements, que l'on nomme la Toussaint Rouge, marquent le début de la guerre d'indépendance algérienne et constitue à ce titre, encore aujourd'hui, la fête nationale algérienne. Alors, en réaction à ces événements, le gouvernement français va qualifier les actions du FLN comme des actes de banditisme. En effet, la France va refuser toute négociation. Sous la présidence de Pierre Mendès France, François Mitterrand, qui est alors ministre de l'Intérieur en visite en Algérie le 12 novembre 1954, va prononcer cette phrase « L'Algérie, c'est la France ». Donc on voit bien que dans la conception du gouvernement français de cette époque, il ne s'agit pas d'une guerre, mais bien d'une insurrection, une rébellion qu'il faut réprimer sur l'Algérie, qui est un territoire français comme un autre. Pour mettre fin à cette insurrection, le gouvernement déclare l'état d'urgence en 1955. Alors l'état d'urgence, c'est une mesure exceptionnelle qui permet aux autorités de renforcer son pouvoir et aussi de restreindre les libertés des citoyens. Cependant, malgré cet état d'urgence, face à l'explosion des violences en Algérie, la police ne suffit pas à lutter contre les indépendantistes et en 1956, avec le nouveau gouvernement du président Guy Mollet, la militarisation du conflit s'accentue puisqu'il envoie l'armée française
De telle manière qu'entre 1956 et 1962, il y a environ 1 500 000 soldats français qui vont être envoyés en Algérie. Alors, ce qui est important de comprendre avec la guerre d'Algérie, c'est que c'est une guerre civile. C'est à la fois une guerre civile entre Algériens, mais aussi entre Français. En effet, si on commence par parler des Algériens, on se rend compte qu'il y a déjà des Algériens francophiles, c'est-à-dire qui soutiennent la France et la présence française, qui vont se battre aux côtés de ces derniers. On les nomme les Harkis, un nom qui leur avait été déjà donné lorsqu'ils se battaient pour la France dans les troupes coloniales. Alors ces Harkis, ils sont confrontés à la fois à la méfiance des Français, qui n'ont pas forcément confiance en eux, mais aussi au mépris de certains Algériens qui voient en eux des traîtres. À côté de ça, on a aussi des conflits entre indépendantistes. Par exemple, le FLN et le MNA vont parfois entrer en conflit direct, car ils ne sont pas d'accord sur l'avenir du pays. Enfin, on voit bien que la guerre d'Algérie est une guerre civile entre Algériens, puisqu'on voit que le FLN n'hésite pas à se battre contre les Algériens francophiles. En effet, l'une des premières actions du FLN consiste à perpétrer des massacres à la fois sur les Pieds-Noirs, afin de les faire fuir d'Algérie, mais aussi sur les Algériens francophiles, c'est-à-dire des Algériens qui, sans pour autant être harkis, sans pour autant prendre les armes pour la France, étaient assez favorables à la présence française et collaboraient avec ces derniers. Donc le but du FLN, c'est bien d'unir tous les Algériens contre les Français, en utilisant la terreur s'il le faut. Ainsi, on a de nombreuses atrocités qui sont commises par les indépendantistes. On a ainsi de nombreux exemples d'utilisation de la torture, mais aussi des mutilations et des mises en scène des cadavres, afin d'effrayer justement aussi bien les Français, les Pieds-Noirs, que les Algériens francophiles. Alors les Français de leur côté sont aussi divisés. On a un certain nombre de Français qui vont bien sûr soutenir la lutte contre l'indépendance algérienne, puisque, on l'a vu, à cette époque, pour la plupart des Français, l'Algérie faisait partie intégrante de la France, et donc l'indépendance était intolérable. C'est le cas par exemple en 1961 des membres de l'Organisation de l'armée secrète, un groupe d'extrême droite français qui va lutter contre l'indépendance algérienne en faisant des actes de terrorisme en Algérie, afin d'effrayer les indépendantistes et de rappeler la domination française sur cet espace. Cependant, on a aussi des Français qui dénoncent le colonialisme français. C'est notamment le cas de beaucoup de militants d'extrême gauche qui sont souvent anticoloniales. On a par exemple ce graffiti qui dénonce le massacre perpétré par les forces de l'ordre à Paris, un massacre qui suit une simple manifestation pacifique de la part des Algériens à Paris, qui refusait un couvre-feu qui est imposé uniquement aux musulmans de France. Parmi les Français, on a des citoyens qui vont encore plus loin. Ce sont les membres du réseau Janson, des Français qui vont supporter la cause du FLN, en donnant de l'argent mais aussi des faux papiers aux agents du FLN qui œuvrent en métropole. C'est d'ailleurs du fait de cette action qu'on les a appelés les porteurs de valises. Et enfin, comme bien souvent dans les conflits, on a une grande majorité qui est relativement neutre, qui ne se positionne pas, et pourtant qui va subir ce conflit. C'est le cas notamment de nombreux Français qui vont devoir participer par obligation civique à ce conflit alors qu'ils ne sont pas soldats de métier. En effet, la guerre d'Algérie est le dernier conflit durant lequel la France va faire appel au contingent, c'est-à-dire que les citoyens français qui étaient en âge devaient faire leur service militaire en Algérie. Plus encore, ce service militaire a été augmenté de 18 à 30 mois et on a parfois donc rappelé des réservistes, c'est-à-dire des Français qui avaient fait leur service militaire, afin de participer à ce conflit. Bref, vous l'avez compris, de nombreux Français n'ont pas pour vocation de faire la guerre, ne sont pas forcément partisans, ni opposés d'ailleurs à ce conflit, ils vont se retrouver, souvent contre leur gré, à participer à ce conflit. Ainsi, la majorité des forces françaises présentes en Algérie durant ce conflit ne sont pas volontaires et sont peu formés ou expérimentés à la guerre et à l'horreur de la guerre. Et pourtant, ils vont parfois, bien trop souvent, participer à des massacres, des exactions sur les civils et surtout des actes de torture à grande échelle afin de débusquer les membres du FNL qui pratiquent de la guérilla. Donc on voit bien que la guerre d'Algérie, ce n'est pas une guerre facile à comprendre, il n'y a pas d'un camp les Français et de l'autre camp les Algériens, c'est plus complexe que ça. Français comme Algériens sont divisés. Je vous recommande le film 1500 impurs d'Abdel Raouf Tafri, qui présente bien la complexité du positionnement des participants, des belligérants de cette guerre. Et on voit également que c'est un conflit très violent, dans lequel les premières victimes sont les civils algériens. On recense ainsi à la fin du conflit 30 000 morts français, pour entre 300 et 400 000 morts algériens. Quoi qu'il en soit,
Ces divisions internes nourrissent la discorde qui règne au sein du gouvernement français, ce qui va aboutir à la dissolution de la 4ème République en 1958. En effet, en 1958, face aux difficultés de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle est réclamé au gouvernement une fois encore, malgré son âge de 68 ans. Il obtient alors les pleins pouvoirs et fonde la 5ème République le 4 octobre 1958. Une 5ème République qui se démarque, entre autres, par un renforcement du pouvoir exécutif, du pouvoir du président. Quoi qu'il en soit, après avoir continué le combat, il finit par accepter l'indépendance de l'Algérie dès le 4 juin 1958, où il prononce son fameux discours « Je vous ai compris », dans lequel il octroie à tous les habitants de l'Algérie exactement les mêmes droits. Et en 1959, il octroie aux Algériens le droit d'autodétermination, c'est-à-dire de voter pour leur indépendance ou non. Alors cette décision, elle est perçue comme une trahison par les Français d'Algérie qui essayent, sans succès, de prendre le pouvoir lors du putsch des généraux en 1961. Alors ce putsch, concrètement, c'est la tentative de plusieurs généraux de l'armée française de prendre le pouvoir afin de garder l'Algérie française. Une fois l'ordre rétabli, l'Algérie devient indépendante après un référendum sur l'indépendance qui est largement remporté par le oui, à 90% en France et 99,7% en Algérie. Ce sont les accords d'Évian en 1962 qui accordent définitivement l'indépendance à l'Algérie. Alors cette indépendance algérienne, elle a plusieurs conséquences. C'est un véritable traumatisme pour les Français qui vivaient en Algérie. On a l'exode massif de presque 1 million de pieds noirs qui vont devoir, dans la précipitation, quitter l'Algérie pour entrer en France, de peur de subir des représailles après ces siècles de colonisation. Quitter ce lieu de vie qui était parfois les leurs depuis plusieurs générations et dans lesquels ils vivaient souvent dans des conditions de vie relativement agréables, est quelque chose de difficile puisque en plus c'est pour se retrouver dans des conditions souvent médiocres, dans des grands bâtiments qui sont érigés à cette occasion, et ne sont pas tout le temps bien accueillis par les populations françaises. Cette expérience douloureuse est aussi partagée par une part de la population dont on a peu parlé jusqu'à là, les Juifs d'Algérie, qui étaient francisés et qui donc bénéficiaient de meilleurs statuts que les musulmans en Algérie. Là aussi, de peur de représailles, ils vont presque tous quitter l'Algérie pour la France, laissant derrière eux toutes leurs possessions. Une des conséquences les plus sinistres de l'indépendance algérienne est l'abandon des harkis par la France. En effet, les harkis ne sont pas les bienvenus en France, puisqu'ils sont jugés comme inadaptés pour la société française, et donc la France va faire en sorte de ne pas les accueillir en masse. Or, ces harkis, qui ont combattu aux côtés des Français pendant toute la guerre d'Algérie, vont souvent être massacrés en Algérie par leurs compatriotes qui voient en eux des traîtres. Ceux qui parviennent à arriver en France obtiennent un statut inférieur aux autres citoyens français et sont installés dans des camps. On peut par exemple parler du camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole, qui, après avoir accueilli des républicains espagnols, puis des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, a enfin servi à accueillir les harkis dans des conditions misérables. Il aura fallu attendre 1994 pour que le gouvernement français exprime officiellement sa reconnaissance aux harkis, et 2007 pour qu'il reconnaisse sa responsabilité dans l'abandon des harkis et donc les massacres qu'ils ont suivis par les autres Algériens. Enfin, ce qui est intéressant avec la guerre d'Algérie, c'est que l'on voit l'impact profond et durable d'une guerre sur deux populations. À la fois la population algérienne qui a été confrontée directement aux violences, aux tortures, aux mutilations, à l'horreur de la guerre, mais également les soldats français qui, on l'a dit, n'étaient pas tous volontaires et qui ont parfois été traumatisés par ces événements. Des actes de barbarie que ces hommes ont constatés ou parfois exécutés. Et quelque chose qui caractérise bien ce traumatisme est constitué dans le refus de parler de ces événements aux proches lorsque ces Français retournent en métropole. Enfin, une des dernières conséquences de ce conflit réside dans les animosités que l'on peut avoir entre les différentes populations évoquées concernées par ce conflit qui, aujourd'hui, constituent la société française. L'importance de ces traumatismes s'illustre notamment dans l'omniprésence de la guerre d'Algérie dans le cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Cette vidéo d'Arte regroupe bien les différents points de vue et les différentes souffrances générées par cette guerre. La guerre d'Algérie est un événement très important pour la France comme pour l'Algérie,
dans leur construction et leur identité actuelle. Cette guerre marque à la fois la fin de l'empire colonial français qui existait depuis plus de 400 ans, mais aussi la fin de la 4ème République qui existait depuis 1946. La guerre d'Algérie s'est achevée il y a 59 ans aujourd'hui. Elle reste vivace dans les mémoires, des personnes l'ayant vécue sont encore vivants. Cela explique pourquoi ce sujet est parfois difficile ou douloureux à aborder. Il fait souvent appel à la mémoire plutôt qu'à l'histoire. La mémoire repose sur des partis pris, sur une perception subjective, altérée par l'émotion, par l'affect, plutôt que sur le raisonnement historique qui, lui, se veut rationnel et objectif. On voit bien que plus on a des points de vue nombreux et variés, plus il est complexe d'avoir une vue d'ensemble sur un événement historique. Eh bien, la guerre d'Algérie, par son aspect récent et par la multiplicité des acteurs, correspond tout à fait à cette catégorie. Ce qui est important de comprendre, c'est que, comme pour l'histoire coloniale, il ne faut pas oublier le passé. Mais il ne faut pas faire des générations de victimes et de coupables. La guerre d'Algérie est une expérience récente qui nous montre qu'il ne faut pas avoir une conception manichéiste de la guerre. Il y a rarement des gentils contre des méchants. En temps de guerre, aucun belligérant n'est vraiment irréprochable. Ces conceptions manichéistes que nous avons bien trop souvent au sujet des guerres sont le fruit d'une construction d'une diabolisation de l'ennemi par les États. Cela permet d'encourager l'effort de guerre, mais aussi de déculpabiliser le soldat qui va tuer un ennemi. À ce sujet, je vous recommande la vidéo de Nota Bene sur la propagande lors de la guerre d'Algérie par l'État français. De plus, il faut distinguer les décisions d'un gouvernement ou d'un parti politique et le positionnement idéologique et les actions individuelles. En soi, par exemple, le fait que les Français qui étaient envoyés en Algérie n'étaient pas volontaires pour la plupart, eh bien c'est quelque chose qui est très commun dans l'histoire de France. Donc il ne faut pas accuser un peuple, toute une nation, pour des agissements qui ont été faits dans un temps de guerre. Ainsi, l'histoire ne devrait pas servir à juger, à mépriser ou à hiérarchiser des peuples ou des nations entre elles, mais la reconnaissance des massacres, des génocides et des exactions qui ont été commises sont très importantes pour garantir une bonne entente entre les peuples et entre les communautés. Ainsi, il est important d'achever cette vidéo en abordant le fait que la France et l'Algérie entretiennent aujourd'hui de bonnes relations de coopération à la fois économique et politique. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.